Merci, bonjour à tous. Donc on a bien une séquence dans la session de ce matin, on parle du climat, de la forêt. Maintenant on arrive sur le feu, les régimes de feu. On va essayer de voir quels sont les mécanismes à l'œuvre pour traiter de cet impact du changement climatique sur la forêt méditerranéenne. On va commencer par un regard plutôt optimiste sur les statistiques, avec ici les surfaces brûlées sur la période Prométhée, de la base Prométhée, depuis les années 70. Quand on fait les moyennes par décennie, on a une décroissance de ces surfaces qui partent d'une moyenne de plus de 30 000 hectares par an dans les années 70 à aujourd'hui un peu plus de 7 000 hectares, malgré des très fortes variations interannuelles, comme on peut le voir sur le graphique du haut, avec l'année 2003 qui reste une année très préoccupante, bien dans toutes les mémoires. Quand on regarde le nombre d'incendies, on est à peu près sur les mêmes tendances, c'est-à-dire que en moyenne, par décennie, le nombre d'incendies baisse. On est maintenant, sur la dernière décennie, pratiquement toujours à moins de 2000 hectares, 2000 feux par an, et même sans doute moins de 1000 feux pour cette année. Donc tout ça, c'est certainement le résultat d'un dispositif de prévention et de lutte qui montre son efficacité avec la stratégie d'intervention sur les feux naissants. Mais pour autant, ça reste un résultat très fragile quand on regarde ces années à climat extrême qui mettent en défaut notre système de prévention et de lutte et pour lequel il est dépassé. Alors, plutôt que de regarder ce qui s'est passé chez nos voisins pendant ces 10 années où nous n'avons pas été dépassés par les feux de forêt, et nous savons que ça n'a pas été le cas partout, je vais plutôt faire référence à ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire que le changement climatique s'exprime plutôt par vagues, par crise, par choc, que par une évolution tendancielle. Et c'est surtout ces chocs qui vont impacter le régime des feux. Ici, on a une production de Météo France, une étude qui a été menée sur les vagues de chaleur passées et futures. Sur l'axe des X, vous avez les durées en jours de ces vagues de chaleur, et sur l'axe des Y, vous avez leur amplitude. Dans le cadre, c'est la période passée, la période déjà vécue, où l'on voit que l'année 2003 en bleu se détache comme une exception. Mais l'on voit aussi que pour le milieu du siècle, voire la fin du siècle, loin d'être l'exception, ce type de climat exceptionnel deviendra la règle, avec même des durées en jours de ces périodes de chaleur extrêmement importantes, 60, 70 jours, et des amplitudes beaucoup plus fortes. Donc c'est surtout ça que nous avons à craindre pour les années à venir. Alors, ce que je vous propose, c'est de replacer la notion de risque au cœur de notre réflexion sur les impacts du changement climatique sur le problème des feux de forêt en France et sur le problème des régimes des feux. Changement climatique, mais aussi changement d'usage, tous les facteurs qui peuvent agir et qui ne sont pas que climatiques, qui peuvent être aussi anthropiques. En ayant une figuration du risque sous la forme d'un triangle, c'est assez pratique parce que finalement, on peut décomposer ce risque sur ces grandes composantes que sont d'une part l'aléa. L'aléa, c'est donc la source du danger, la source du risque, les causes, qui dans le cas spécifique des feux de forêt se décomposent d'une part en il faut bien que le feu éclose d'une part et d'autre part c'est l'intensité du feu liée à la biomasse qui brûle. Ensuite, les enjeux, ce sont donc ces éléments sur lesquels s'exerce ce risque, que l'on quantifie en termes soit de nombre d'enjeux, soit de valeurs marchandes ou non marchandes de ces enjeux. Donc en gros, c'est les impacts. Et puis la vulnérabilité de ces enjeux, c'est-à-dire leur fragilité et la manière dont ces enjeux vont être plus ou moins impactés par cet aléa. Alors la représentation en triangle, ça montre d'une part que si on supprime un des côtés du triangle, on supprime le risque. Donc un aléa en soi n'est pas un risque, il faut qu'il s'applique sur des enjeux. Et ça montre un petit peu les leviers sur lesquels on peut agir pour réduire ce risque. La surface du triangle est proportionnelle à l'importance du risque. Alors, partant de cette notion, on peut essayer de le décomposer avec, d'une part, la question qu'on va se poser de l'impact des facteurs climatiques et anthropiques. Alors tout à l'heure, on a eu une discussion sur l'origine anthropique du changement climatique. Donc là, je sépare les deux, mais clairement, par facilité, les facteurs climatiques ont une expression que l'on connaît bien, même s'ils sont d'origine anthropique, et puis on regardera les changements d'usage et les changements démographiques à part.
Tout d'abord, les résultats du GIEC, qu'ils soient de 2007 confirmés avec les rapports qui sortent cette année, on va donc vers des conditions plus sèches et plus chaudes, qui vont impacter évidemment la base du triangle, c'est-à-dire l'aléa, et dans ces deux composantes, à la fois la composante éclosion du feu et puis la composante intensité du feu. Alors, il a été beaucoup discuté par les intervenants précédents du rôle respectif des précipitations qui baisseraient et de l'évapotranspiration qui résulte. Et en réalité, la conclusion est donc que malgré ces précipitations qui baissent, eh bien la température va en elle-même avoir ce rôle d'augmenter l'évapotranspiration, le stress de la végétation et donc l'inflammabilité. Donc, on va jouer là sur la composante éclosion, mais aussi évidemment une végétation plus sèche brûle plus vite et il y a plus de biomasse consommée dans ces feux, on a des feux plus puissants. Donc les deux composantes sont touchées par ce phénomène d'augmentation de l'évapotranspiration et une ambiance plus chaude crée des conditions orageuses qui créent des causes de mise à feu liées à la foudre. On a déjà une tendance à la hausse sur nos statistiques et cela devrait se poursuivre. Deuxième côté du triangle, eh bien, ce sont les enjeux. Évidemment, des feux plus rapides et plus puissants vont parcourir des surfaces brûlées plus importantes. Et là, je voudrais faire référence à une étude toute récente qui a été faite par le JRC, donc le Centre commun de recherche pour l'Europe, à Ispra en Italie, qui prend comme référence pour la France méditerranéenne la période 85-2004, avec en moyenne à cette époque, sur cette période, 20 000 hectares brûlés par an. Et bien sûr, la période de la fin du siècle, les 30 dernières années, avec un scénario moyen, on passe à plus 75% de surface brûlée, et si on est sur un scénario plus sévère, on dépasse les 100%. Et regardez le chiffre pour l'Europe, si on cumule tous les pays d'Europe qui fournissent leurs données au JRC, eh bien on est proche du million d'hectares dans le scénario le plus sévère. Et là, il y a une très forte contribution du Portugal et de l'Espagne qui sont déjà impactés fortement par le changement climatique. Donc des surfaces brûlées à la fois en bilan annuel, plus de surfaces brûlées, ça veut dire des impacts environnementaux en termes de mortalité d'arbres, d'impact sur les forêts très importants, mais aussi dans le lot, il y aura des grands incendies parce que certains d'entre eux échapperont à l'attaque initiale. Et on sait très bien que ces grands incendies sont des zones de régénération plus difficiles, de recolonisation à partir des lisières. Par ailleurs, mécaniquement, on aura plus d'émissions de fumée et donc aussi de gaz à effet de serre, donc un phénomène d'emballement de la machine climatique avec la perturbation feu de forêt au centre. Et puis beaucoup d'études montrent aussi, et on y reviendra tout à l'heure, que des conditions plus sèches et plus chaudes augmenteront la fréquence des feux ou diminueront le temps de retour des feux. Et là, c'est l'impact sur la végétation qui est en jeu, puisque le temps de retour des feux ne laisse pas forcément à la forêt le temps de se reconstituer, et notamment pour les espèces qui se reproduisent par graines et qui peuvent être touchées par un nouveau feu avant la maturité sexuelle, et donc localement la disparition de certaines espèces. Troisième côté du risque, c'est la vulnérabilité. Et encore vient jouer le facteur évapotranspiration et stress hydrique de la végétation. Donc on est sur des végétations qui vont être moins vigoureuses et qui auront plus de mal à se remettre des phénomènes de stress thermique subi, avec des mortalités post-incendie dans des zones où, du fait d'un faible embroussaillement initial ou de débroussaillement opéré par l'homme, on aurait pu s'attendre à une survie des arbres. Et cela, conjugué avec des attaques d'insectes post-incendie, il peut y avoir des phénomènes de mortalité plus importants. Donc là, on a une bonne illustration des aspects multirisques, des risques en cascade qui peuvent se présenter, avec des dépérissements liés à la sécheresse, sur lesquels s'enchaînent des perturbations incendies, sur lesquels s'enchaînent éventuellement des risques biotiques, des attaques d'insectes qui créent une mortalité additionnelle. Donc, on vient de passer en revue les facteurs climatiques qui agissent sur les trois côtés du triangle et augmentent le risque, mais il y a aussi des tendances lourdes que l'on connaît tous, qui sont déjà engagées et qui se poursuivront. Celle de la déprise rurale, donc du changement d'usage des sols, qui voit une régression des zones agricoles au profit de surfaces en friche ou de surfaces qui progressivement se boisent, et qui évidemment vont impacter la base du triangle risque, l'aléa,
par sa composante intensité. Augmentation des surfaces forestières, augmentation des biomasses. Là, je vous ai remis la carte de l'IFN que vous connaissez, où on a concentré sur notre zone méditerranéenne des départements qui ont parmi les taux d'accroissement annuels les plus importants, jusqu'à plus de 2% par an. Ce qui fait que, comme ce phénomène est ancien, on a une carte un peu similaire où sur la même zone, on a les départements qui ont le couvert forestier, le taux de boisement le plus élevé, plus de 45% pour certains d'entre eux. Donc un continuum de biomasse, des massifs qui sont moins fragmentés qu'auparavant. Et puis par ailleurs, on connaît tous le problème de la sous-exploitation de nos forêts méditerranéennes, avec donc une biomasse qui s'accumule. Ce phénomène est bien résumé dans une étude plus locale en Provence calcaire par l'équipe de Tatoni, qui regardait sur le siècle dernier l'évolution des usages des sols, où on voit que la courbe, je dois avoir un pointeur, la courbe de la couverture forestière augmente continuellement au détriment des aspects culture, arboriculture et vigne. Et puis il y a cette courbe-là des friches qui depuis les années 70 dans cette zone monte en surface et continue certainement depuis, qui crée un problème nouveau, c'est le déplacement de la problématique des feux de forêt d'une zone forestière. Les statistiques Prométhée que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est les zones forestières. Donc déplacement vers les zones rurales et périurbaines qui sont beaucoup moins bien équipées, aménagées et qui sont parsemées d'enjeux et qui créent des difficultés de lutte. C'est un problème émergent qui devrait se développer à l'avenir. Deuxième grande tendance préoccupante pour le phénomène des incendies de forêt, d'origine anthropique, c'est la très forte dynamique démographique de nos régions méditerranéennes. On voit ici la dynamique démographique de la région PACA, de la région Languedoc-Roussillon, ce qui fait qu'au total, on a aujourd'hui quasiment 9 millions d'habitants et que les prévisions, les projections de l'INSEE, au moins jusqu'en 2040, annonce plus 1,5 million d'habitants sur cette zone. Donc une forte pression sur l'urbanisation qui devrait se développer et donc sur les enjeux. Donc c'est le côté enjeu du triangle qui se développe là avec des risques de dommages sur les biens et les personnes accrus. Donc là on a fait un petit peu le bilan en termes d'évaluation du risque et on a décomposé ce risque. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les parades que l'on peut mettre en place pour gérer ce risque. Alors ça, rien de nouveau pour l'assistance qui est réunie aujourd'hui. Si on regarde sur les trois côtés du triangle, quelles sont les différentes actions spécifiques, eh bien évidemment, pour les aspects en jeu, on aura à cœur de contrôler l'urbanisation et notamment aux interfaces. Quand l'urbanisation est déjà existante, c'est des applications de règlements et de lois déjà existantes comme l'obligation légale de débroussaillement qui devraient être parfaitement appliquées. Il faudra aussi certainement adapter nos tactiques de lutte aux interfaces avec notamment les choix entre les options du confinement et les options de l'évacuation et qui soient bien anticipés. Pour ce qui concerne l'atténuation de l'aléa, évidemment, il va falloir agir sur la biomasse puisque c'est le seul élément sur lequel on puisse agir dans la dynamique de propagation du feu. On ne peut pas jouer sur le vent ou la topographie. Et donc le débroussaillement reste le mot-clé dans ce domaine-là. Et là encore, il faudra choisir entre un débroussaillement plutôt au plus près des enjeux ou alors un débroussaillement stratégique dans les massifs. Il faudra faire des choix. Et enfin, mieux connaître l'origine du phénomène, c'est-à-dire les causes de feux de forêt. On progresse déjà dans ce domaine-là. Pour pouvoir agir sur chacun des segments, chaque type d'activité, je l'ai illustré ici avec le feu pastoral qui peut être responsable l'hiver de feux qui dérapent. Et aujourd'hui, toute l'activité des équipes de brûlage dirigé permet d'accompagner cette pratique et c'est des choses qu'il faudra développer avec toute une gamme d'outils allant de la commission locale d'écobuage jusqu'à l'assistance par des équipes spécialisées. Et on a de gros progrès vers des meilleures pratiques en matière de feu d'hiver et dans le respect de la réglementation qui devrait se poursuivre. Voilà, donc tout ce que j'ai évoqué là peut se synthétiser, tous ces paramètres qui agissent sur le risque et les différentes composantes du risque peuvent se synthétiser sous la notion de régime de feu. Régime de feu qui est finalement la rencontre au niveau d'une région, d'un territoire donné, du feu avec les types de végétation et les activités humaines.
Pour ce qui concerne notre territoire, on peut le regarder de manière régionale, le Grand Sud-Est. On peut aussi peut-être distinguer des régimes de feu plus littoraux et plus d'arrière-pays. Je pense que ce serait opportun. Et ces régimes de feu sont simplifiés sous des grandes rubriques, comme par exemple la distribution spatiale des feux, quelles sont les classes de dimension de ces feux, la distribution dans le temps, quelle est la fréquence de ces feux, ou troisième grande rubrique, la magnitude du feu, son intensité et ses conséquences en termes de sévérité sur la végétation. Alors, pour ce qui est de la composante distribution spatiale, ça c'est une image que vous connaissez tous, c'est nos classes de feux sur les plus de 100 000 feux recensés en France méditerranéenne. L'essentiel sont des petits feux qui contribuent relativement peu au bilan, et puis un peu plus de 1% de ces feux font plus de 100 hectares, et un peu plus d'un millième, un peu moins d'un millième font plus de 1000 hectares. Et c'est ces feux-là, ces grands feux de plus de 100 hectares qui constituent le problème auquel on a affaire, puisque ce sont ceux qui échappent. Et disons que cette dimension spatiale du régime de feu, c'est un problème essentiellement d'impact, de sécurité civile et de dommages sur les biens et les personnes. Par contre, et on peut s'attendre à ce qu'évidemment dans des conditions plus sévères, cette composante-là, un nombre plus grand de feux échappe à la maîtrise initiale. Par contre, l'aspect temporel, c'est-à-dire la fréquence des feux, et là je vais plutôt utiliser le paramètre qui est le temps de retour du feu sur une zone donnée, va avoir plus d'impact sur la végétation elle-même, j'y viens. On a peu d'études, pas mal dans le monde, mais peu d'études en France qui ont été faites sur cette question-là. Il y a eu d'abord celle de l'équipe de Mouillot dans les années 2000, concentrée sur la Corse, qui montre que le temps de retour, selon les écosystèmes, varie d'une vingtaine d'années à près de 70 ans, 20 ans pour les maquis corses. En réalité, c'est parce que les feux sont fréquents qu'on est bloqué dans une situation de maquis, et plus de 70 ans pour les forêts plus complexes, pluristratifiées, pluriespèces. Et puis, il y a celle toute récente de l'IRSTEA, comparant les deux Provences calcaires et cristallines, qui montre que là, on est dans une zone avec une pression de feu bien plus importante, donc la fourchette est plus étroite. Et pour les zones de garrigues et maquis, on est sur des temps de retour de l'ordre de 18 ans, et on ne dépasse pas les 30-35 ans pour les forêts plus complexes de pins d'allais de chêne vert. Et ce qui est intéressant dans l'étude de Mouillot, c'est qu'il utilise une modélisation avec un modèle à base écophysiologique pour montrer que l'impact des changements climatiques va aller vers une diminution du temps de retour des feux, et donc un impact sur les écosystèmes qui va se faire dans la mesure où on risque d'aller vers cette simplification, cette régression biologique et cette matérialisation. Voilà. Donc pour conclure cette intervention, on a vu que les changements climatiques et les changements d'usage, et on a du mal à distinguer les effets des uns et des autres sur finalement la résultante qui est une augmentation généralisée du risque, et dans ces trois composantes, aléas, enjeux et vulnérabilité, que cette augmentation du risque nous amène sans doute et peut-être régionalement localisés vers des changements de régime de feu, que ces changements de régime de feu vont avoir des conséquences sur la protection des biens et des personnes pour les aspects dimension du feu, mais les conséquences écologiques vont être celles du changement de fréquence des feux en fonction de l'adaptation des espèces au phénomène feu au cours des millénaires passés. Les espèces vont être plus ou moins capables de répondre. Par exemple, des espèces à écorce épaisse pourront plus résister à des feux de forte intensité jusqu'à une certaine limite. Mais par contre, les feuillus sont réputés pour être plus résilients sur des fréquences de feu plus élevées puisqu'ils sont capables de rejeter de souches. Et dans tous les cas, ce qui se dessine, c'est que ces changements de régime de feu vont avoir plus d'impact sur les changements de végétation que le changement climatique lui-même. Ça va aller beaucoup plus vite si le régime de feu change. Donc la conclusion, c'est de savoir quelle va être notre capacité à réagir, comment va-t-on pouvoir ajuster les parades, à la fois dans la zone qui est déjà à climat méditerranéen, et puis dans la zone à climat méditerranéen futur. Est-ce qu'on sera capable d'allouer les efforts financiers, ou en tout cas de les maintenir? Et si ce n'est pas le cas, faudra faire des choix. Est-ce qu'on sera capable de prioriser les actions, hiérarchiser les enjeux, à la fois pour la protection des milieux naturels, et en même temps pour la protection des biens et des personnes? Et tout ça dans l'état d'esprit d'anticiper des points de rupture, des points de non-retour qu'il s'agirait de ne pas franchir, parce qu'à ce moment-là, on sait que les reconquêtes peuvent être extrêmement coûteuses. Voilà, je vous remercie.